Mon père a fui l'Italie fasciste. Mon père et mon frère sont rentrés très tôt dans la résistance. J'ai participé à mon premier déraillement à l'âge de 16 ans et demi dans le sud, puis j'ai été muté dans les maquis de la Creuse. De la Creuse étant d'origine italienne, on m'a fait partir à la main-d'œuvre des FTP-MOI à Lyon. À 87 ans, Léon Landini ne cesse de répéter que la résistance ne s'est pas limitée à un fait d'armes, mais qu'elle portait aussi un projet de société révolutionnaire consigné dans le programme du Conseil national de la résistance. Un programme rédigé et signé dans la clandestinité par l'ensemble des partis politiques, des mouvements de résistance et des syndicats. Un programme intitulé magnifiquement « Les jours heureux », dont nous bénéficions encore tous les jours et qui donna naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, à la liberté de la presse, au comité d'entreprise, etc. Malheureusement, cette belle histoire n'a pas été racontée. Il y a maintenant urgence de le faire, ne serait-ce que pour questionner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ici, s'est tenue le 27 mai 1943, sous l'oppression allemande, la première réunion clandestine du Conseil national de la résistance. C'est ici que, sous l'égide de Jean Moulin, tout a commencé. Jean Moulin, c'était un préfet. Il a été le chef de cabinet du ministre de l'Air du Front populaire Pierre Cotte. Donc c'est quelqu'un qui, hors de l'orbite communiste tout à fait, se situe à gauche de la gauche. C'est un homme assez engagé sur le front des luttes. Et par exemple, c'est quelqu'un qui va manifester de façon efficace son soutien à la République espagnole. Du fait de ses convictions politiques, Jean Moulin est révoqué par Vichy. Il fait alors un tour de France afin de répertorier les mouvements qui commencent à s'organiser, puis part à Londres en faire part au général de Gaulle. Celui-ci lui demande d'unifier les mouvements non communistes de la zone sud. La résistance intérieure étant majoritairement de gauche, le général sait qu'il va devoir lui donner des gages sur le terrain social s'il veut qu'elle s'unifie sous son nom. Après plusieurs mois de discussions, parfois âpres, Jean Moulin réussit cette unification. Pendant ce temps, sur le sol français, Pétain poursuit sa politique répressive, antisociale et antisémite. Les circonstances aujourd'hui exigent l'obéissance et l'union de tous les Français. Ensemble, nous sauverons la France. En janvier 1943, le Parti communiste envoie un émissaire à Londres et accepte de se ranger sous les ordres du général de Gaulle. Ceci est déterminant, d'autant que les communistes sont les interlocuteurs de poids, surtout depuis leur entrée officielle dans la résistance, après la rupture du pacte germano-soviétique en juin 1941. Le Front National se constitue. La lutte armée commence. Le jeune communiste Fabien abat le premier Boche au poignard et avec le revolver de celui-ci descend un officier nazi au métro Barbès. Traces, brochures, enseignent les méthodes du combat clandestin. Grâce à l'action des francs-tireurs et partisans, un peu partout les bombes éclatent. Dans les cinémas, dans les maisons closes, dans les librairies allemandes. Avec un camarade que nous appelions Henri, Balthazar Sanchez, qui doit toujours être vivant. On nous avait signalé, notre commandement, qu'il y avait un train qui passait avec une plateforme où il y avait toujours une quinzaine d'Allemands et une mitrailleuse lourde sur la plateforme. Et nous étions, non pas sur le pont proprement dit, de l'autre côté, là-bas. Et lorsqu'ils sont passés, on leur a balancé une grenade quadrillée chacun. On a entendu exploser la grenade. On n'est pas resté là pour voir, on est parti sur le côté. Et il semblerait, d'après les gens, qu'il y avait eu tout de même un nombre assez important de tués ou de blessés graves. La peur, c'était 26 heures par jour.
Parce qu'il y avait des moments où nous avions tellement peur qu'elle comptait double. Toutes nos opérations se faisaient à visage découvert. Et n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, on pouvait nous reconnaître. Alors, on vivait continuellement sous la peur. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Le général Giraud prend le commandement des forces françaises à Alger sans renier la politique de Pétain. Quelques mois plus tard, en février 1943, la victoire de l'URSS à Stalingrad laisse entrevoir une victoire possible. Pour la résistance, la nécessité de s'organiser se fait de plus en plus pressante. En 1943, Jean Moulin est revenu pour la seconde fois à Londres avec mission de créer cette fois non seulement le regroupement des mouvements de résistance du Zone Sud, mais un regroupement national dans le cadre d'un Conseil national de la résistance. Quand ont lieu les discussions pour la création du CNR, les mouvements ne sont pas du tout favorables à l'introduction des partis politiques. Donc il y a un véritable antagonisme. Et il y a l'idée, je crois à distance on peut dire chimérique, mais ils y croyaient très, très fortement, que les mouvements peuvent créer une nouvelle vie politique. Au fond, nous considérions qu'il y avait un parti politique qui résistait, c'était le Parti communiste. Il y avait un autre qui, tout en n'ayant pas en tant que tel d'activité résistante, avait tellement de membres et de dirigeants dans nos mouvements et dans les mouvements de zone nord, c'était le Parti socialiste, qu'on pouvait considérer que c'était un parti résistant lui aussi. Puis pour le reste, ça n'existait pas. Les autres n'avaient pas d'existence résistante. C'était des partis d'autrefois. Alors, on n'était pas du tout chaud quand Moulin a commencé à venir nous parler de la nécessité de constituer un agglomérat qui comprendrait aussi les partis. Et une autre idée parallèle, c'est que la résistance, ce n'est pas le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle est en Angleterre, il ne connaît rien à la France, et que c'est eux qui n'ont jamais quitté la France, c'est eux qui, après la libération, seront le gouvernement, les représentants des Français. Et pour moi, qui était un volontaire de la France libre, c'était stupéfiant. Les mouvements ont bien dû admettre qu'on ne pouvait pas constituer un organisme unifié de la résistance dans son ensemble sans y intégrer les partis. C'est un privilège extraordinaire, à 25 ans, vraiment de m'être trouvé auprès des décideurs. J'étais là quand sont arrivés les télégrammes de Jean Moulin annonçant qu'il avait l'accord pour créer ce Conseil national de la résistance. C'était 15 jours avant la réunion de la rue du Four, fin mai 1943. On a fini par trouver les différents participants, c'est-à-dire mettre au point la liste, les 6 partis, les 5 organisations du Nord, un peu regroupés de façon que ça soit bien représentatif, les 3 du Sud et les 2 syndicats. C'était une très grande étape qui était aussi importante dans la conjoncture du moment parce que De Gaulle était engagé dans une rivalité dangereuse avec le général Giraud qui avait pris le pouvoir sur l'Afrique du Nord libérée et qui, soutenu par les Américains, menait une politique qui était la politique de Vichy. Il y a une vraie incertitude. Giraud a des atouts et notamment l'appui des États-Unis d'Amérique. Et même de Winston Churchill, qui finalement trouve que De Gaulle est un allié très malcommode. Et pour De Gaulle, l'unification c'est crucial parce qu'il ne peut l'emporter dans sa lutte face à Giraud et il ne peut être un interlocuteur à part entière pour les alliés que si la résistance dans son intégralité le reconnaît pour chef. Et le CNR, c'est ça. Et un jour, au 48 de la rue du Four à Paris, le CNR tient sa première séance.
Ça, c'est Pierre Cotte, c'est Moulin, qui était son chef de cabinet, et ça, c'est Cormin. C'est chez lui qu'on a fait la réunion du 27 mai. Moulin nous avait demandé à Meunier et à moi de nous occuper de l'organisation. Et nous avions pris comme précaution de ne pas donner de l'adresse à qui que ce soit. C'est-à-dire que nous partions de l'idée que le risque zéro, ça n'existait pas, et que les précautions devaient être prises en amont et pas pendant. Alors nous n'avons donné à personne le lieu. Nous avons simplement indiqué aux gens de se trouver tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et nous avions pris des endroits distants de 500 mètres, 600 mètres, autour de la rue du Four. Et Meunier, Moulin et moi, nous les avons amenés un par un ou deux par deux jusqu'à la Réunion. C'est comme ça que ça s'est passé. J'étais dans la rue, enfin Meunier et Chambéron étaient rue de Rennes, et moi j'étais au coin de la rue du Four, je surveillais tout un passage. Bon. S'il y avait eu la Gestapo, je ne sais pas si nous aurions sauvé le Conseil de la Résistance, mais enfin bon. Autour de la table, on a des représentants de partis politiques, pas des partis politiques, mais de partis politiques reconnus comme résistants. Donc ça veut dire le Parti communiste, le Parti socialiste, les radicaux, les démocrates chrétiens, ce qui deviendra le MRP, l'Alliance démocratique, la Fédération républicaine, ces deux derniers étant plus là pour montrer qu'on est très représentatif qu'en raison de leur poids, parce que leur poids est faible par rapport aux autres partis que j'ai nommés d'abord. C'était deux partis de droite, c'est ça? Deux partis, oui, de droite, on pourrait dire en tout cas modérés, enfin pas du tout sur la ligne des autres. Donc il y a les partis politiques dont je viens de parler, il y a les mouvements de résistance, et puis il y a les syndicats, CGT, CFTC. Donc il y a le spectre le plus large de toutes les forces politiques et syndicales du pays. La réunion a été relativement pas très longue, quoi, peut-être 2 heures, 2 heures et quart, j'en sais rien. C'était pas le problème qu'elle soit longue, le problème c'est qu'elle se fasse. Ça s'est pas mal passé jusqu'à la fin, où tout d'un coup, les communistes ont commencé à dire mais nous ne sommes pas d'accord, il faut changer. Et Moulin en a profité pour dire bon écoutez, si on commence comme ça, nous allons tous être pris par la Gestapo, donc je vous demande simplement de voter de manière à terminer cette séance et à obtenir ce qu'il voulait à tout prix obtenir, c'est l'appui intégral au général de Gaulle contre Giraud, ce qu'il a obtenu et qu'il a envoyé à de Gaulle. Le 9 juin, le général Delestrin, chef de l'armée secrète, est arrêté à Paris. C'est un coup dur porté à la résistance. L'étau se resserre dangereusement. Après l'arrestation du général Delestrin, chef de l'armée secrète, Jean Moulin a voulu prendre des dispositions pour que le travail de préparation de l'armée secrète se continue. Donc il m'a convoqué la veille et il m'a dit voilà, on va faire une réunion demain et je vais faire des propositions. Et le lendemain, il m'a amené lui-même à la réunion de Caluire. C'est la Gestapo qui est arrivée. Jean Moulin et Raymond Aubrac, arrivés les derniers, sont dans la salle d'attente. Lorsque je suis entré, et à voix bien évidemment très basse, Max m'a dit « Je m'appelle Jacques Martel », et Aubrac, que je connaissais depuis fort longtemps déjà, m'a dit « Je m'appelle Hermelin ». Et puis, la Gestapo a commencé l'évacuation en voiture sur l'école de santé qui était à ce moment-là son siège, le siège de la police allemande. Ici, sous la torture, Jean Moulin s'est tu. Jean Moulin, il était déjà pratiquement mort sur le banc lorsqu'il a été vu pour la dernière fois par un Français. Lorsqu'on a amené, c'était un cadavre qu'on a transporté
pour ne pas dire qu'il était mort à Lyon. Voilà l'outil que nous avions, la guérilla urbaine. Lorsque on a battu un Allemand dans les rues, nous la mettions sous le bras, le chargeur venait ici devant, et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, abattre un homme en plein jour, en pleine ville, à visage découvert, à bout portant, c'est une image qu'on ne peut pas effacer. Parce qu'au moment précis, vous coupez la route de la personne qui arrive en face, il ne comprend pas pourquoi. Et au moment précis où il se rend compte que vous sortez une arme sur son ventre, il met les mains, les yeux complètement affolés, et vous, lorsque vous tirez, vous n'entendez pas le bruit. Vous le ressentez à l'intérieur du corps comme si quelque chose est explosé dans votre corps. C'est des images qui vous torturent. Moi, j'ai 87 ans, c'est des images qui me torturent encore. Et il faut vraiment que vous soyez décidés à changer les choses de ce monde en disant « ça n'existera plus jamais ». Après nous, comme l'on dit, c'est la guerre de 14, c'est la der des der, et nous pensions que c'était effectivement la période où nous allions changer ce monde. Et ce monde que nous espérions vous laisser et que vous n'avez pas, aujourd'hui c'est à vous qu'il appartient de le créer. Vous regrettez ce que vous avez fait ou vous le referiez y a un poème d'Aragon qui dit « Si c'était à refaire, je referais ce même chemin ». Je ne l'ai pas fait par plaisir, je l'ai fait par conviction. C'est-à-dire que si demain, dans les mêmes conditions, malgré mon âge, et j'ai 87 ans, s'il fallait recommencer, j'aurais trop honte de rester derrière, de laisser passer les autres devant. Moulin est arrêté en juin. Il n'y a plus rien. C'est le vide. Il y a Meunier et moi. Mais il n'y a plus de président. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait un homme qui nous paraissait tout à fait adéquat pour remplacer Moulin. C'était Bidault. Il avait une grande confiance parmi les résistants. Georges Bidault devient président du CNR en septembre 1943. Le Conseil national de la résistance dans son entier se réunit très rarement. C'est horriblement dangereux. Donc on va constituer un bureau permanent de 5 membres, auquel il faut ajouter le patron de la délégation générale, c'est-à-dire Jacques Bingen, puis Alexandre Parodi. Donc eux représentent De Gaulle. Les 5 membres permanents ont des délégations de ceux qui ne siègent pas, et donc leur rendent des comptes. À partir de l'automne 1943, les choses sont à nouveau en ordre de marche et c'est le moment où vient sur la table la question d'un éventuel programme que concocterait ce Conseil national de la résistance. La première version d'un programme commun de la résistance a été élaborée à Londres. À Londres, un peu sous l'influence de Daniel Meyer, secrétaire du Parti socialiste clandestin, qui était venu à Londres pendant un mois au printemps 1943. Ce programme prévoyait la socialisation des grandes industries et des banques, notamment, et un plan, bien sûr la sécurité sociale. Et cette première mouture d'un programme commun a été approuvée par 13 des membres du Conseil de la résistance et refusée par les communistes qui ont trouvé qu'il n'était pas assez marxiste, et d'autre part par le député de droite Joseph Laniel, futur Premier ministre de la 4e République, qui lui a trouvé qu'il était trop marxiste. Les principaux rédacteurs du programme du CNR ne partent pas d'une feuille blanche. Ils sont influencés par les idéaux de la Révolution, mais aussi, plus proches d'eux, par ceux du Front populaire. Un travail intellectuel intense. Les travaux du CNR, on peut les suivre pour l'année 1944 ici. J'ai le privilège d'en conserver les archives, je crois que ce sont les seules qui existent à l'heure actuelle. Je recevais les miennes, naturellement, et je les brûlais suivant les consignes reçues. Et mon ami Laniel m'avait demandé, car il était très traqué, très surveillé comme ancien ministre, de bien vouloir recevoir les siennes aussi et de le tenir au courant. J'avais donné comme consigne à mon ami de les détruire. Il ne les a pas détruites. Très imprudemment, il les a gardées. Les voici, elles sont là.
Ah, programme du CNR. Ouais. C'est toujours émouvant de voir une pièce comme ça, parce que tout d'un coup, c'est comme si on avait... C'est trompeur, mais on peut avoir l'impression qu'on est en prise directe avec le moment où ça a été conçu. Il y a sûrement là-dedans des documents qu'il n'aurait pas dû garder. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il les ait gardés précisément, et qu'il n'ait pas été le seul à garder ce type de documents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas seulement des bouts de papier qu'ils avaient rédigés, qu'ils gardaient un temps, puis dont ils se seraient défaits. C'est des choses à quoi ils attachaient un grand prix. Ils y tenaient comme à la prunelle de leurs yeux. Parce que ça fixe, ça concrétise une action qui est évanescente. C'est-à-dire qu'à part toucher ça, il ne reste rien de palpable, de précis, sur quoi on puisse se focaliser. Voilà, ça c'est la discussion, ça c'est les remarques donc, du Parti communiste au premier programme des socialistes. C'est d'une extraordinaire complexité. Ce qui est miraculeux, c'est qu'ils arrivent à quelque chose. Ces gens-là, quand ils se rencontrent, risquent leur vie. Dans une assemblée, la droite peut parler à la gauche, mais chacun est sur ses bancs. Là, c'est pas comme ça que les choses se passent. Ça veut dire qu'on peut être communiste, sectaire, stalinien, et trouver qu'un démocrate chrétien comme Bidault, c'est un type estimable. Et ça, c'est pas si simple. Et donc ça déroge aux règles les plus établies j'allais dire, de l'habitus politique. C'est le communiste Villon qui joue un rôle clé dans la partie finale, c'est-à-dire le moment où il faut se mettre d'accord pour signer ce texte. Pierre Villon reprenait certains documents qui avaient déjà été écrits à la machine et collait sur ses propres études les passages qui paraissaient particulièrement pertinents et mettre en évidence. Poursuivant la préparation de l'insurrection nationale dont l'action immédiate est le prélude. Il faut savoir que l'action immédiate n'a été préconisée par le Conseil national de la résistance que le 15 mars 1944. Ça, c'était dans le programme. Ça, c'est ce qu'avait pondu Pierre Villon. Je pensais qu'il fallait d'abord savoir comment on s'en sortirait de cette occupation. Et je me suis dit qu'il fallait saisir l'occasion et ajouter à ce programme d'après-guerre un programme d'action immédiate. Tout le monde devait participer d'abord, et c'était l'élément fondamental à la libération. Sans la libération, ou la libération venant d'ailleurs, nous n'avions plus droit à la parole. Le programme du CNR, il a deux volets parfaitement distincts, un volet d'action immédiate et un volet de réforme profonde à mener. Bon. Les deux sont indissociables, ce qui veut dire que l'action immédiate, c'est ce qui paraît le plus important aux gens qui agissent à l'époque, et donc c'est bien ce sur quoi on va se focaliser. Mais tout ça n'a de sens que si on a un projet politique. C'est-à-dire que faire de la résistance, ça nécessite de penser politiquement la situation. Assuré sur le plan des libertés. La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Le rétablissement du suffrage universel. Promouvoir sur le plan économique. Une organisation de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. La nationalisation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des compagnies d'assurance et des banques. Le développement et le soutien des coopératives de production. Promouvoir sur le plan social.
Un plan complet de sécurité sociale. Le droit au travail et au repos. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. La reconstitution d'un syndicalisme indépendant. La possibilité effective pour tous les enfants de bénéficier de l'instruction et de la culture la plus développée. C'est un programme qu'on peut considérer comme révolutionnaire, oui, oui. Mais qui n'impliquait pas, comme les communistes, au moins en doctrine, le souhaitaient, l'abolition du capitalisme. Mais comment des partis de la droite républicaine, en tout cas, arrivent à la même conclusion que l'urgence, c'est ça, il faut mettre en place ce programme? Comment on arrive à faire accepter ça auprès de ces gens? Écoutez, vous vous êtes trompé d'adresse, je ne suis pas un porte-parole de la droite républicaine. Il faut leur demander. Je n'ai pas dans la tête le programme, je veux dire, de la résistance. Je savais qu'il existait, mais je veux dire, c'était un seul combat pour une seule patrie. Et bien entendu, il fallait que tous les Français bénéficient de la victoire, qu'il n'y ait pas des privilégiés. Le centre de gravité politique de la résistance, entre 40 et 44, a considérablement glissé vers la gauche. De sorte que des gens qui sont de famille de droite, mais qui sont en 44 à la négociation, sont des gens qui sont beaucoup plus à gauche que beaucoup de nos gens de gauche aujourd'hui. Ils n'ont pas tout perdu, les gens de droite. Attention, malheureusement, ils ont empêché le CNR de prendre position sur la décolonisation, qui était probablement un des problèmes les plus importants d'après-guerre. Donc leur passage, leur trace est là. Reconnaissons que la résistance en France, aujourd'hui on dit que tous les Français étaient résistants, voulaient la défaite de l'Allemagne. C'est pas si simple. Les résistants étaient une petite minorité. Pas forcément des gens très jeunes, ne s'étaient pas encore passés à travers le moulinage politique qui fait que des gens qui sont au gouvernement sont plus prudents, n'osent pas faire de grandes proclamations, sinon on les accuse d'être idéalistes. À cette époque, c'était une accusation que l'on acceptait volontiers. Oui, il fallait être idéaliste, il fallait même être utopiste pour mobiliser tous ceux que l'on voulait mettre en action pour aboutir à la victoire contre le nazisme. Un soir, je suis arrivé à un carrefour, il y a un type qui m'aborde et qui me dit « police allemande, papier ». Il se met la carte d'identité dans la poche, je dis hey, « monsieur », il sort le revolver, il me dit « tu fermes ta gueule ». Ils nous ont emmenés à la Gestapo, là les coups ont commencé à pleuvoir de plus en plus fort. Quand Barbie est rentré dans la pièce, ça fait du silence dans la pièce parce que les Français nous frappaient, les Allemands étaient assis à une table. J'ai eu enfoncement de la boîte crânienne, des vertèbres écrasées, testicules écrasés. J'étais à moitié évanoui, mais j'essayais tout de même de suivre ce qui se passait autour de moi. Il m'a souffleté, il m'a donné des coups de pied, il m'a dit « Quel est ton chef ?» J'ai dit « Moi, j'ai pas de chef. » Il me dit eh « Si tu veux pas parler, on va te faire se passer à la baignoire. » Le soir, on m'a descendu à la cave. Il y avait 40 ou 50 personnes dans la cave. Il n'y avait plus personne qui avait visage humain. Tout le monde était défiguré. Moi, j'en ai vu un qui avait l'œil qui pendait à l'extérieur. Tout le monde était dans un état lamentable. Et à un moment donné, ils nous ont dit « Bon, on vous emmène ». Et le gars qui nous avait frappé, je lui ai demandé « Où est-ce qu'il nous a emmenés ?» Il m'a dit « On va vous fusiller ». Et à un moment donné, on est arrivé quelque part. Il y en a qui ont commencé à descendre du camion. Il y en a un qui a dit « Où sommes-nous » Et il y en a un autre qui lui a répondu « On est au fort Montluc ». Et donc ça fait combien d'années que vous n'êtes pas venu ici du coup? Eh bien, ça fait 68 ans. D'accord. Voilà, on devait être rentré par ici à peu près. Et il doit y avoir des cellules par là, à l'époque.
puisque quand on est rentré, on nous enfermait dans des cellules par ici. Et après, on nous a remonté le lendemain matin, en haut, à la 131, comme je vous disais. Alors voilà, là on rentre dans le bâtiment cellulaire. Oui, ben nous, dans la cellule, que vous connaissez sans doute les dimensions, 1,80 m sur 2,20 m, et on était 9 dans la même cellule. Elle devait être par ici, je ne sais plus laquelle est-ce. Hein. Et vous voyez, il y avait un petit trou dans la porte, et il y a un renfoncement là-dedans. Il y avait un renfoncement où on mettait le pot de chambre dessous dans le renfoncement. Et la nuit, comme on était 9, on dormait tête à pied, il n'y avait pas de place. Il y en avait un qui se mettait dans le renfoncement comme ça. Quand il n'en pouvait plus, il demandait à un camarade de l'enlever et il se recouchait à sa place. Fait faire, Léon fait faire. Ça, c'était un de mes camarades avec qui j'ai fait certaines opérations militaires. Voilà, oui, ben c'est... Ça fait mal à la gorge. Cette photo, je l'ai à la maison, bien plus grand que ça et bien plus jolie que celle-là. Voilà, bon, ben non, je peux rester ici. Bon. « 52 de mes camarades du bataillon FTP Mouy Carmagnole à Lyon ont été arrêtés, torturés et morts sous la torture. Pas un seul n'a parlé sous la torture. Alors, que ce soit clair, ça n'était pas de l'héroïsme. C'était cette conviction absolue que nous nous battions pour un monde meilleur, que les sacrifices que nous consentions, ceux qui viendraient derrière nous allaient en profiter. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Sur le sol français, la résistance intérieure organise l'insurrection. La République est restaurée au fur et à mesure de l'avancée des troupes. Des Français issus de la résistance et non des officiers américains, comme le prévoyait Roosevelt, se substituent aux fonctionnaires de Vichy dans les administrations. Ceci a été rendu possible grâce au rapport de force gagné par De Gaulle, soutenu politiquement par le CNR face aux Alliés. Paris est libéré le 24 août 1944. Aujourd'hui, nous avons le droit de compter sur demain. Nous avons le droit de croire à demain. Nous avons le droit de regarder les yeux des enfants. Sur les dépouilles des fascismes, la notion de l'homme retrouve ses droits. Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres. Quand De Gaulle prend le pouvoir, on savait ce qu'il allait faire. Il allait appliquer, dans toute la mesure du possible, le programme du CNR. Ce qui s'est passé. Le général de Gaulle va parler à la France. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. La France, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Vous savez, c'est une mine, hein, les déclarations de De Gaulle pendant 4 ans. C'est formidable quand on lisait ça. D'ailleurs, j'ai souvent dans des controverses avec les gaullistes, je leur ai dit, vous devriez lire les mémoires du général, ça vous serait utile. Puis vous apprendriez quelque chose au moins. Ils les ont jamais lus.
Vous n'êtes pas gentil avec eux? Non, je ne suis pas gentil en général. Ah non, ça je ne suis pas gentil en général. Ils le savent d'ailleurs. Ça, je n'ai jamais eu le sentiment qu'on me prenait pour un monsieur gentil. Moi. En octobre 1944, les communistes rendent leurs armes et entrent au gouvernement de Gaulle comme tous les autres partis politiques membres du CNR. Ils seront les plus ardents dans l'application du programme, notamment avec la création d'EDF par Marcel Paul ou l'instauration de la sécurité sociale par Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés. Pour les mères, prestations familiales doublées, allocations prénatales, primes à la naissance plus fortes et plus nombreuses, primes d'allaitement doublées. Lutte contre la tuberculose. Toutes les réformes qui ont été appliquées entre 1945 et 1947, les nationalisations, le plan, la sécurité sociale, enfin pour ne mentionner que les plus importantes, c'était la résultante immédiate du programme de résistance. De Gaulle, il l'a accepté. Il faudra dire dans notre Assemblée que la résistance française doit se confondre de plus en plus avec la nation française, la nation vainqueur. Au travail, les camarades, nous avons été les camarades de combat, nous serons aujourd'hui les camarades de la construction française. Je dis que sans la résistance française, les démocraties ne pourraient pas gagner la guerre. Ces mesures sont passées à Libération rapidement et facilement, d'abord parce qu'il y avait un accord pour ces mesures. Et la Libération, ce que nous on appelle aujourd'hui la droite, est disqualifiée, très souvent assimilée purement et simplement à Vichy, que le patronat est lui-même très disqualifié à cause de la collaboration économique, etc. Bref, tout ça mis bout à bout, il y a un contrepoids qui n'existe pas, temporairement. Hein, on voit très bien les choses se mettre en place à partir de 1948, y compris au niveau gouvernemental. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé une chose. C'est qu'il y a un vent qui s'est levé, qui s'est appelé le vent de la guerre froide. Et le vent de la guerre froide a eu pour effet de briser cette unité qui avait été réalisée dans la période des combats et qui a repoussé un certain nombre de combattants de cette époque sur leur position d'origine. Au printemps 1947, le plan Marshall des Américains qui octroie une aide financière considérable à la France tout en imposant leur modèle économique, accentuera encore les divergences entre les anciens membres du CNR. L'unanimité forgée à grand prix dans la résistance, elle n'a pas tenu plus de 2 ans. Mais en même temps, ces 2 années-là sont cruciales parce que les réformes qui ont été faites pendant ces 2 années-là, c'est des réformes qui ont conditionné la vie de la France pour longtemps. Et au fond, il a fallu attendre, je dirais, les années 1980, et je ne serai pas plus précis sur les dates, mais pour commencer à voir, alors, sous des coups de butoir divers, se déliter cet héritage-là. Durant les 30 Glorieuses, l'État social voulu par le CNR va continuer de se construire, même si les forces réactionnaires commencent à s'y opposer violemment. Pendant ce temps, le programme du CNR n'est pas enseigné. La résistance est racontée seulement à travers l'histoire de ses héros ou de leurs faits d'armes, et la pensée révolutionnaire en est écartée.
Dans les années 80, le néolibéralisme déferle sur la planète et s'attaque frontalement à cet état social. Les idéologues de cette pensée relèvent le nez. Oui et où, Kessler? Eh bien, je n'entends plus, les enfants. 2009, le 8 mai Bagneux, ça doit être ça, je crois. Hein. Denis Kessler, il a osé écrire « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et socialistes et communistes, et il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Kessler, il trace le projet des néolibéraux. Et c'est quoi ce projet finalement? C'est la remise en cause de ce que j'appelle les 4 piliers de l'État social, c'est-à-dire la protection sociale, le droit du travail à la négociation collective, c'est le 2e pilier, 3e pilier, les services publics, et puis 4e pilier, toutes les politiques économiques de soutien à l'activité à l'emploi, c'est-à-dire les politiques budgétaires, les politiques monétaires, les politiques de redistribution des revenus, les politiques commerciales. Ben voilà, Kessler dit, c'est tout ça qu'il faut mettre à bas, ces 4 piliers de l'État social qui sont aussi le produit de l'héritage du CNR. C'est sur certains dispositifs de la politique économique que le néolibéralisme s'est imposé comme système, avec les dimensions suivantes, la finance libéralisée, le libre-échange, l'austérité salariale et la contre-révolution fiscale, c'est-à-dire l'idée que les riches, dorénavant, payent moins d'impôts. Ce que le néolibéralisme va faire à partir du début des années 80, qui va essayer d'inscrire dans les têtes l'idée que les principales décisions économiques et sociales se prennent dorénavant à l'échelle du monde. C'est-à-dire une échelle par rapport à laquelle les citoyens n'ont aucune prise, parce qu'il n'y a pas de république mondiale. C'est le levier de la mondialisation. Première entreprise privatisée, Saint-Gobain. Les grandes sociétés nationalisées à la Libération devraient suivre, ainsi qu'une ou plusieurs chaînes de télévision. Édouard Balladur l'a annoncé, la vieille dame nationalisée en 1945 sera privatisée parce que le gouvernement veut, dit-il, changer les règles du jeu de notre économie. Il s'agit d'abord des 3 banques nationalisées. Depuis 30 ans, l'idéologie néolibérale a colonisé l'ensemble de la société et les gouvernements de gauche comme de droite se sont laissés embarquer sans se rendre compte que c'est leur pouvoir et ceux des citoyens qu'ils perdaient au profit des seuls marchés financiers. Les digues mises en place par le CNR cèdent petit à petit. Le retour du programme du CNR sur le devant de la scène viendra d'un appel lancé par de grandes figures de la résistance en 2004, puis par le rassemblement annuel Paroles de résistance au plateau des Glières. Un passage de témoin entre résistants d'hier et résistants d'aujourd'hui pour rappeler que les valeurs du Conseil national de la résistance doivent vivre au quotidien. Le motif de base de la résistance, c'est l'indignation. Et je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. Le combat des Glières, c'est une promesse d'avenir qui s'exprime à cette époque-là dans le monument de la résistance qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance. Mais où est la justice, l'égalité sociale? Alors oui, il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves, mais pour pouvoir rêver, ne faut-il pas savoir où dormir? Nous sommes précisément dans une de ces zones incertaines de l'histoire, de celles qu'on regarde a posteriori, avec d'infinis regrets ou d'immenses colères, en disant « c'était encore possible ». Et ils n'ont rien vu, ils n'ont rien fait. Résistants d'hier, résistants d'aujourd'hui, à côté de ce monument à la gloire des combattants du plateau des Glières, que nous disent ces héros? Ils nous disent « Nous ne sommes pas morts, nous vivons en vous, qui poursuivez les luttes pour l'émancipation humaine. »
Un homme, disait Maxime Gorky, ça sonne fier. Soyons fiers d'être des hommes. On se sent solidaire de ce que le Conseil national de la résistance a défendu et on se sent un peu héritier de tout ça aussi. Et pour nous, la résistance passée et la résistance future, il y a une logique de continuité. Moi, ce qui me fascine avec le CNR, c'est la dimension républicaine qu'il y a derrière, qui n'est plus, que t'entends plus. Dans la République, tu l'entends juste aujourd'hui pour parler de la burqa ou des trucs. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Il y a la République, il y a d'autres choses. On voudrait nous faire croire qu'on est de plus en plus individualiste, que finalement, c'est comme tu disais, c'est chacun pour soi, qu'on est toujours mis en compétition, les chômeurs contre ceux qui travaillent, les gens qui sont malades contre ceux qui sont en bonne santé. Et finalement, voilà, ce qui nous reste, heureusement qu'il y a encore des rassemblements comme ça qui nous montrent qu'il y a du vivre ensemble, qu'on défend nos valeurs, qui sont les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Elle me rajeunit. Parce que j'ai tenu le même langage avant de rentrer dans la résistance. Et je suis content de l'entendre encore au plateau des Glières à 85 ans. Merci. C'est un honneur. Merci à vous. Tu Merci continues. pour votre présence surtout. Réfléchir et agir. Parce que indignez-vous, c'est pas suffisant. Voilà. Il faut oser et agir. C'est ça, l'action. On a même un très jeune avec nous. Je ne pensais pas qu'à 85 ans, on a encore trouvé quelque chose d'inoubliable. Tout est permis, hein. Il n'y a pas d'âge. Il y a eu un nœud qui s'est fait là au Glières, hein, qui s'est ensuite largement élargi, bien sûr par la brochure de Stéphane Hessel, Indignez-vous, qui a eu un très large écho, qui est justement né des Glières avec des prolongements extrêmement importants en France, puisque Indignez-vous évidemment a redonné de l'ampleur à toute cette discussion, d'autant plus qu'il a eu un écho international, qu'il a été traduit, qu'il y a eu des tournées autour de ce livre et de ses enjeux. Indignez-vous, une trentaine de traductions. Une vision politique qui s'étend jusqu'en Israël, puis à New York. Un mouvement international déjà éclos en Égypte, en Espagne, en Grèce, inspiré du titre du livre d'un Français. Merci pour tout ce que vous me dites. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin du passé en général, parce que les horizons politiques sont beaucoup plus obscurcis qu'autrefois. Il y avait de grandes idées transformatrices qui animaient la société française et beaucoup de démocratie occidentale. Et ces grandes idées transformatrices, elles ont beaucoup perdu de force. Hein, le Parti communiste, évidemment, notamment depuis les années 90, mais aussi le Parti socialiste en tant que parti transformateur, les syndicats. Il y a aussi une explication propre au contexte contemporain, c'est évidemment le démantèlement de l'État social, de tout ce qui a fait une partie des politiques de la libération. Donc évidemment, on est amené à revenir au fondement de ce qui est en train de disparaître ou de ce qui a disparu largement. Depuis quelques années, le Conseil national de la résistance est mentionné dans de nombreux discours politiques, de droite comme de gauche. Beaucoup d'utilisations iconiques, mais peu d'actions allant dans le sens du texte. Les grandes figures de la résistance, avec leur optimisme revigorant, nous incitent à aller dans cette direction. Plutôt que de se limiter à les glorifier, ne serait-il pas temps de les écouter avant qu'il ne soit trop tard? Personnellement, ma résistance tendrait à demander, exiger que la collectivité nationale, qui en a les moyens, élabore des projets d'avenir et une politique d'avenir. Pour moi, c'est le grand manque actuel de notre société. La gravité de ce que nous avons à faire est évidente. Et il faut simplement que les gens le prennent au sérieux et ne se disent pas « Oh ben les marchés vont s'en occuper, puis ça va s'arranger. Le moins les gouvernements interviennent, mieux ça vaut, les marchés vont tout faire. » C'était l'idéologie néolibérale qui est en question et qui actuellement doit être combattue par les citoyens.